Et si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble, c'est l'heure d'Israël Inside. Toute l'actu en Israël, celle que vous n'avez peut-être pas vue, c'est maintenant avec vous, Maurice Fergan. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef sur i24 News. Lise Barenboim, bonjour. Vous êtes journaliste. Et puis vous, Dan Tayeb, vous êtes notre invité aujourd'hui. Vous êtes entrepreneur. Merci de nous faire l'amitié d'être là aujourd'hui. Bonjour à tous. On est parti. Elle s'appelle Suela Fadila, c'est une arabe israélienne de 44 ans et la première musulmane du pays à être devenue conductrice de bus. Cette femme croyante et pratiquante qui porte le voile islamique travaille dans le centre d'Israël à Kfar Saba, un exemple de courage dans une société où les femmes arabes israéliennes travaillent rarement, une conductrice appréciée des Israéliens qui n'a quasiment jamais rencontré la discrimination. Aujourd'hui, Suela a encore de l'ambition, elle veut maintenant conduire des trains, rien ne l'arrête. Le reportage tout de suite de Samuel Calvo. Les femmes chauffeurs de bus sont rares dans le monde, en Israël également, et spécifiquement lorsqu'elles sont musulmanes. Suela Fadila est la première femme musulmane à avoir obtenu le diplôme de conductrice en Israël, et elle nous raconte son histoire. Je m'appelle Suela Fadila, j'ai 44 ans et je vis à Tira, à côté de Kfar Saba. Je suis mariée et j'ai 4 enfants. Nous l'avons suivie lors d'une tournée en bus. J'ai toujours aimé ça, j'ai commencé à me faire à l'idée de devenir conductrice de bus il y a 20 ans. J'étais volontaire à l'école et à chaque fois je devais raccompagner les enfants chez eux avec le van de l'école. Et j'aimais bien les voir contents, que je leur rende ce service. Donc cette façon de me rendre utile est toujours restée présente dans ma tête. Quand mes enfants ont été suffisamment grands pour nous laisser plus de temps libre, mon mari a voulu passer son permis autobus et je lui ai dit que je voulais le faire également. Un métier que l'on associe pourtant très souvent à des hommes. Ce n'est pas physique, mais ça demande beaucoup de concentration. C'est pour ça que les femmes sont parfaitement capables de faire ce métier. Dans un pays où les relations judéo-arabes sont parfois difficiles, Fadila s'estime heureuse d'avoir le droit d'exercer ce métier en Israël. C'est vrai que ça m'a aidée à devenir une conductrice de bus. Dans notre pays, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, et il y a même des aides pour les femmes. Je ne pense pas que dans d'autres pays, j'aurais eu les mêmes chances. La société métropolitaine qui l'emploie a tout fait pour l'accueillir de la meilleure manière qu'il soit et respecter les conditions liées à son statut de femme musulmane. Par exemple, parce que je suis une femme religieuse, je leur ai demandé d'être seule dans la voiture qui m'accompagne au travail et de ne pas être mélangée avec les hommes. Après 3 années en tant que conductrice, Fadila garde espoir et ne se laisse pas abattre par les rencontres parfois difficiles qu'elle a pu avoir. Il y a 6 mois, quand je suis arrivée à l'arrêt Kfar Saba avec mon bus, j'ai ouvert les portes pour laisser les gens rentrer. Et il y avait 2 femmes soldats qui n'ont pas voulu monter dans le bus parce qu'elles ont vu qu'il y avait une femme musulmane au volant du bus. Elle préfère garder la tête haute et oublier ces événements marginaux. Fadila se considère comme un modèle pour les jeunes filles de la société arabe et les encourage à suivre son exemple. Dans notre religion, les femmes peuvent travailler où elles veulent, elles peuvent étudier ce qu'elles veulent. L'islam donne aux femmes la liberté de choix, mais il y a tout de même une limite et certaines conditions à respecter. Et c'est le cas de toute façon dans toutes les religions. Une situation qui tend à se démocratiser. Le ministère des Finances et des Transports vont coopérer dans la formation de 30 femmes arabes pour pallier à la pénurie de chauffeurs de bus. Alors Lise, est-ce que les femmes arabes israéliennes sont souvent des femmes au foyer ? Oui, en tout cas, d'après le Bureau central des statistiques, la majorité des femmes musulmanes en Israël ne travaillent pas. En 2012, le taux de chômage au sein de des musulmans de plus de 15 ans était 44,5%, dont 65% d'hommes et presque 24% de femmes, alors que les femmes juives, elles travaillent à 65%. Chez les chrétiennes, c'est 48% et près de 37% chez les druzes. Est-ce que la compagnie de bus l'autorise à pratiquer sa foi comme elle l'entend ? Alors, en tout cas, on ne l'oblige pas, par exemple, à travailler le vendredi, puisqu'elle respecte ce jour de repos. Elle a le droit aussi de revêtir le hijab à condition qu'il soit aux couleurs de la compagnie, c'est-à-dire noir et violet. Et elle dit que parmi ses coreligionnaires, personne ne lui a interdit de devenir conductrice de bus. Dites-moi, les autorités israéliennes, elles ont l'intention de prendre des initiatives comme ça pour intégrer les femmes arabes dans le milieu professionnel ? Alors, le ministère des Finances et du Transport va offrir une formation à 30 femmes arabes pour qu'elles apprennent à conduire des bus, puisque c'est un milieu qui recrute en Israël. C'est un programme qui va durer 6 mois et elles seront payées 350 € par mois pour le suivre. Maurice, quels sont les statuts de ces femmes arabes au volant ?
Écoutez, c'est sûrement pas le même statut qu'en Arabie Saoudite, le seul pays musulman au monde où les femmes n'ont pas le droit de conduire même leur voiture privée. Donc une femme musulmane ici au volant d'un autobus, je ne peux pas dire que ce soit un phénomène courant, on en rencontre très peu, vous l'avez dit, c'est la première, mais c'est un signe encourageant. C'est-à-dire que finalement, les femmes musulmanes en Israël, arabes israéliennes, ont trouvé le moyen de commencer à s'intégrer dans une société où, il faut le dire, il faut être honnête, il y a encore des disparités sociales. Oui, en plus celle-ci elle a de l'ambition parce qu'elle veut bientôt conduire un train. Ça sera la première femme musulmane à conduire. Donc reportage à venir, c'est sûr. Dites-moi Dan, lorsque vous voyez une arabe comme ça israélienne conduire un autobus, vous qui êtes israélien, est-ce que vous êtes fier de voir cette évolution? Oui, bien sûr, mais je suis surtout pas étonné. Si vous voulez, le fait que les citoyens arabes soient égaux face à l'emploi en Israël, ça existe depuis la création de l'État. Donc je suis bien sûr heureux de voir que des femmes accèdent à ces postes. Et c'est, à mon avis, la réelle nouveauté qu'il y a derrière ce reportage, c'est que de plus en plus de femmes accèdent à des professions dites d'hommes. Et c'est un signe encourageant pour une société, pour la société israélienne. Oui, c'est vrai que c'est pas un métier facile. Elle est connue, on va passer à un autre sujet, pour son multiculturalisme et ses jardins Bahaï. Haïfa est la grande métropole du nord d'Israël, une ville au développement industriel florissant, mais cet essor a un coût humain, figurez-vous. Une récente étude a montré que de nombreux cancers des habitants de Haïfa sont dus à la pollution de l'air. Un scandale qui a déclenché une véritable guerre entre la mairie qui se dit abandonnée et le ministère de la Santé qui prendrait visiblement le dossier à bras-le-corps. Le maire de Haïfa a envoyé des camions municipaux pour bloquer l'entrée des usines de la ville. Haïfa va même fermer de grandes infrastructures polluantes. Regardez le reportage. Haïfa est l'une des villes les plus polluées d'Israël. Le constat est accablant pour la troisième ville du pays. Selon un reportage de la deuxième chaîne de télévision israélienne, le taux de cancer est plus fort dans cette cité du Nord que partout ailleurs à cause de la pollution de l'air. Je vois beaucoup plus de malades que par le passé. À l'hôpital Hadassah, la surcharge de malades est énorme à cause de la pollution. Le maire de Haïfa, Yona Yahav, s'en est pris au ministère de la Santé qui l'accuse de rester aveugle devant cette menace. Le professeur Itamar Groth, chef des services de santé publique au sein du ministère de la Santé, a constaté que la moitié des cas de cancer chez les enfants résidant à Haïfa étaient dus à la pollution de l'air dans la ville. Shlomi, mon fils de 14 ans, est malade. On commence à penser que quelque chose ne va pas. C'est pas normal qu'il y ait tant de malades, plus ou moins à cause des mêmes maladies. Entre 1997 et 2008, dans la région de Haïfa, les taux de cancer étaient 16% plus élevés que dans le reste du pays. Pendant cette période, 780 cas de cancer ont été constatés, parmi lesquels 30 enfants touchés. Le cancer du poumon est même 29% plus présent à Haïfa que partout ailleurs en Israël. L'explication la plus plausible, la ville de Haïfa abrite le plus grand port du pays et plusieurs usines pétrochimiques. Les habitants de la ville ne restent pas indifférents à la situation. Vous voulez signer une pétition contre la pollution industrielle ? Pas de problème. Depuis la dissolution du précédent gouvernement en décembre dernier et la démission de Yael German de son poste de ministre de la Santé, c'est le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui a occupé cette fonction. De son côté, le ministère de la Santé refuse aujourd'hui d'assumer la responsabilité de la situation et a déclaré que les chiffres sur les taux de cancer de la ville n'ont jamais été dissimulés. Alors Lise Barenboim, dites-nous en plus sur cette rivalité entre la mairie de la ville de Haïfa et le ministère de la Santé israélien. Alors la mairie de Haïfa rejette complètement les allégations selon lesquelles la pollution de l'air relèverait uniquement de sa responsabilité. Les responsables de la ville ont même déclaré que si par exemple il y avait un incident sécuritaire dans le sud d'Israël, dans la ville de Beersheva, eh bien, on demanderait des solutions à Tsahal et non pas à la mairie de Beersheva. Et le député Dov Reni de la liste arabe unie, qui était à la tête de la commission responsable de l'environnement dans la baie de Haïfa, a dit qu'il faudrait désormais un changement drastique quant à la gestion des produits chimiques dangereux dans cette baie. Quels sont les types de cancers les plus courants à Haïfa, Lise ? Alors, par rapport à tout Israël, les femmes de Haïfa sont à 6% plus touchées par le cancer du sein. Haïfa est aussi la troisième ville du pays
malheureusement par rapport au cancer de la prostate. Et pour le cancer du poumon, c'est la deuxième ville d'Israël. Donc globalement, il y a beaucoup plus de patients touchés par tout type de cancer à Haïfa que partout ailleurs. Ça, c'est vraiment dû à la pollution. Alors, cette zone pétrochimique et industrielle de Haïfa, Maurice Ifergan, n'est pas uniquement un danger écologique, mais aussi sécuritaire. Absolument. Donc, il faut tout d'abord savoir qu'à Haïfa vivent 270 000 habitants. Dans toute l'agglomération du Grand Haïfa, on compte 1,5 million d'habitants. Et il faut réaliser que Haïfa se trouve à 140 km de la frontière libanaise et qu'elle a porté donc des missiles du Hezbollah. Alors, imaginez qu'un missile tombe sur une de ces usines pétrochimiques, j'en ai compté pas moins de 5, pour penser à l'ampleur de la catastrophe. Selon le bureau de l'autorité nationale d'urgence, il pourrait y avoir, en cas de catastrophe comme ça sécuritaire, entre 20 et 70 000 morts dans toute la région. Donc c'est vraiment un problème national. Alors j'ai compté pas moins de 5 entreprises qui produisent du chlore, du chlorure, du gaz de ville, de l'éthylène et du gaz, et surtout Haïfa Chemicalin qui produit de l'ammoniac. Il faut savoir que l'ammoniac est un gaz toxique et mortel. Imaginez donc encore une fois qu'un de ces entrepôts d'ammoniac qui contient entre 8 000 et 12 000 tonnes d'ammoniac explose sous l'effet d'un missile. Je ne veux pas en parler. Alors Dan, justement, est-ce que vous considérez qu'Israël agit suffisamment dans les domaines de l'écologie et de l'environnement ? Écoutez, on n'en fait jamais assez, on peut toujours faire plus. Mais avec cette situation dramatique que l'on voit à Haïfa, dans le malheur, puisque ça touche des vies de citoyens israéliens, je suis plutôt optimiste. Je pense que le maire de Haïfa et les autorités de la ville ont pris conscience ce matin qu'ils pouvaient agir et faire pression sur le gouvernement. Alors vous allez me dire, en ce moment, on n'a pas de ministre de l'environnement. Et puis c'est une bombe à retardement qui va exploser à la figure du futur ministre quand il va rentrer dans ses fonctions. Mais en tout cas, on espère qu'avec ces pressions-là, on pourra avoir, pourquoi pas, un 2015 écologique comme on a eu un 2011 social. En tout cas, je l'espère. Merci beaucoup Dan Taïeb d'être passé nous voir aujourd'hui. On va passer tout de suite à la femme de la semaine, celle que vous avez choisie, Lise Barenbaum. Nous la connaissons bien puisque nous la croisons tous les jours dans nos locaux de i24 News. Il s'agit de Lucie Harish. Elle est journaliste arabe, israélienne et elle présente la matinale sur la deuxième chaîne israélienne. Elle est également aux commandes de la grande édition du soir sur notre chaîne. Cette semaine, pour la fête de l'indépendance nationale, elle allumera une torche. Écoutez son histoire. Quand on lui a annoncé la nouvelle, elle n'y a pas cru. Lucie Harish, 34 ans, journaliste à succès, va allumer une torche lors de la cérémonie de la fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Après les propos controversés du Premier ministre Binyamin Netanyahou lors des dernières élections législatives, Lucie Harish assumera sa mission avec dignité. J'irai la tête haute, malgré les choses qu'il a dites, malgré le fait qu'il pense que je ne fasse pas partie de la société israélienne. Je suis une citoyenne de ce pays, j'ai la carte d'identité et je déclarerai fièrement, quand j'allumerai la torche, que l'État d'Israël vive. La journaliste présente aujourd'hui de grandes émissions de télévision en Israël. Une carrière exceptionnelle pour la petite fille musulmane née dans le sud du pays à Dimona. Seule écolière arabe dans une école israélienne, elle n'hésitait pas alors à revêtir les couleurs du drapeau israélien le jour de la fête de l'indépendance. Après des études en sciences sociales et théâtre à l'université hébraïque de Jérusalem, elle part étudier en Allemagne, puis devient la première arabe israélienne à présenter le journal sur la chaîne d'information numéro 10. Quand on lui demande si elle représentera la minorité arabe israélienne lors de l'allumage de la torche, Lucie Harish répond qu'elle ne parle qu'en son nom et qu'elle n'est l'ambassadeur de personne. Et elle est venue nous rendre visite sur ce plateau. Lucie Harish, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir aujourd'hui et de vous entendre parler français d'ailleurs. Alors vous êtes à l'honneur cette année pour ces fêtes de l'indépendance. Est-ce que vous êtes fière d'avoir été choisie pour symboliser finalement cette journée d'indépendance ? So you will be honored in the Yom Ha'atzmaut this year. Are you proud to symbolize this day of independence in Israel? First of all, I'm really proud to symbolize this day. I know that this act or this honor that I got are bringing a lot of criticism on me, but at the end of the day, yes, I'm really proud. Elle est très fière donc d'avoir été choisie, même si elle sait que cet événement apporte beaucoup de critiques et beaucoup de commentaires dans le pays, mais au final, elle est quand même très fière. Comment cette distinction a-t-elle été reçue dans votre famille? Je sais que vous venez de Dimona. Ça doit être quelque chose de formidable pour eux. In your family, how it was received? You come from Dimona, it must be a real honor for them. It is. My father actually, yesterday my mother told me that my father went and bought a suit
and I think that it's the second time in his life that he's wearing a suit. So I think that he's really proud, and my parents are really proud. I know that they are having some difficulties in the last few days because the extended family is not giving them an easy life about this choice. But yes, they are really honored. Alors sa famille est très honorée, son père est même allé s'acheter un costume, c'est la deuxième fois dans sa vie qu'il va s'acheter un costume, donc sa famille est très fière, même si dans la famille un peu plus éloignée, il y a quelques difficultés, mais sa famille est quand même extrêmement fière de sa réussite. Merci Lise Barenboim, merci Maurice, merci Lucie d'être venue nous voir aujourd'hui. Vous regardez i24 News, c'est midi ensemble, surtout restez avec nous tout de suite, on va ouvrir une page de journal.